Ce qu'ils font très, très basiquement, c'est le net. Hein. Tu vois, c'est pas des fraudeurs professionnels. Ils prennent leur logiciel Paint ou même Photoshop, ils te modifient le salaire net, c'est facile parce que c'est des documents PDF. Donc ça, c'est ce qui est modifié. Après, ils vont pas s'amuser à modifier autre chose. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un pré-état des lieux. C'est-à-dire, une semaine avant l'état des lieux final, donc tu as rappris la date avec le locataire, tu lui dis, bah voilà, je vais venir une semaine avant dans le logement, mais c'est informel, hein. C'est juste pour faire un point, un petit échange, pour checker un peu ce qui va, ce qui va pas. Pourquoi c'est important? Parce que ça te permet à toi de pointer tout ce qui va pas. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Investir Simple. Je reçois Bruno Cantegrel, fondateur de la plateforme Monsieur Hugo. Aujourd'hui, avec Bruno, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'on va parler d'immobilier, mais on va surtout parler de comment réduire sa charge mentale quand on fait de l'IMO. Parce qu'on sait que quand on fait de l'IMO, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et du stress. Et on va parler de toutes ces petites astuces, toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place pour réduire sa charge mentale. Bonjour Bruno. Salut Thomas, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour commencer, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et dire pourquoi tu es ici et pourquoi tu es légitime aujourd'hui pour nous parler d'immobilier? Alors, écoute, moi je suis investisseur depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai commencé quasiment à la sortie d'école, enfin dès mon premier boulot, dès mon premier poste en tant que salarié. J'ai commencé chez Orange, donc en parallèle j'ai tout de suite voulu en fait investir dans l'objectif de me construire une retraite en fait pour la suite. Donc ça c'était mon premier objectif. Et j'ai écouté les sirènes des CGP que tu connais, non indépendants, peut-être important de le préciser. Et en fait à l'époque c'était la loi d'Eurobian. Ouais, c'est l'ancêtre du Pinel, si je dis pas de bêtises. Ouais, un historique. Hein. Ouais, ok. Dinosaure même. Et donc du coup, effectivement, il m'avait proposé d'investir donc en VFA dans du neuf, pas dans ma région. Parce que l'idée, c'est d'investir dans des zones en fait où le foncier était pas très cher, dans un objectif tout simplement de fournir des logements là où il n'y avait pas de logement en fait. Ok. Donc du coup, j'ai investi dans le nord de Toulouse, et ça a été un peu une catastrophe ce projet. Au début, c'était mon premier. Donc j'avais décidé de me faire accompagner par un CGP parce que j'y connaissais pas grand-chose, parce qu'il m'avait fait des beaux graphiques, des beaux Excel, des belles rentas. Enfin, c'était super beau sur le papier. Donc après, j'y suis allé. Et de façon opérationnelle, en fait, donc la construction, forcément, ça a pris du retard. On a dû prendre 6 mois de retard. Je dirais ça, c'est un peu la norme dans le neuf. Dans le neuf, ouais. Donc ça, c'était le premier point négatif. Le deuxième, c'est que l'agence immobilière qui avait été mandatée, parce qu'on te vend toujours des packages. Dans le neuf, donc tu as l'agent, le promoteur, le CGP, la boîte qui va te faire la compta, l'agence immobilière, etc., plus les assurances garantie loyer impayé et vacances locatives. J'avais pris la totale. Tu vois. L'agence avait mis plus de 8 mois. Énorme, hein, 8 mois pour trouver un locataire. Trouver un locataire, 8 mois, ah ouais, ça fait une belle vacances locative là. C'est un gros manque à gagner. C'est énorme, et moi j'étais un peu en flip parce que au bout des 12 mois, tu perdais tous tes avantages. Si tu n'avais pas mis un locataire dans les 12 mois, en fait, tu perdais tous les avantages fiscaux. Ah ouais. Donc, c'est un peu dommage quand tu fais un programme de défisc de perdre les avantages fiscaux. De les perdre. Donc, du coup, la condition sine qua non, c'était, OK, on peut essayer de vous trouver un locataire, mais vous allez devoir baisser le loyer de 10 ou 15%. Donc, je dis, OK, on va baisser le loyer, j'avais pas le choix. En parallèle, j'avais fait un prêt in fine. Maintenant, on n'en propose plus trop. Enfin, t'en as plus trop. C'est que des prêts à taux fixe. Mais au début, les prêts in fine, ça marchait bien parce que les prêts à taux variable et les prêts à taux fixe étaient importants, et les banques proposaient des taux, pas in fine, ce que je dis n'importe quoi, c'est des prêts à taux variables. Donc, j'étais parti sur un prêt à taux variable capé. Quand même, je l'avais capé à plus ou moins 2 points. Okay. Et pendant cette période-là, parce que tu vois, il s'est passé pas mal de temps entre le moment où j'ai signé la promesse, le moment où j'ai récupéré les clés, les taux, ils avaient augmenté. Donc, je me suis pris 1 point dans la vue. Donc, quand tu prends 1 point dans la vue, vu que c'est contractuel avec la banque, tu as signé un taux variable, donc tu acceptes que les taux augmentent. Bon, au début, tu n'es pas dans cet objectif-là. Tu te dis, bon, ça va te baisser. Si c'est baisse, c'est toujours ça de prix. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec un prêt beaucoup plus important en termes de mensualité à payer. J'ai dû renégocier à la banque pour basculer mon prêt à taux variable, parce que tu vois, ça aurait pu continuer à augmenter, hein. Le passer en taux fixe, donc deuxième catastrophe. Voilà, donc tout ça, mis bout à bout, ça faisait un petit peu beaucoup. Après, il y a quand même un locataire qui a été trouvé, ça a été mis en place. Mais j'étais tellement un peu dégoûté au début que je me suis dit, je vais tout annuler. Donc, je suis retourné voir le commercialisateur, en fait, pour dire, non, c'est bon, j'annule tout, ça m'a saoulé et j'ai envie de revendre avant même d'avoir... Ah ouais, au bout de combien de temps t'as fait ça?
Tu vois, dans les mois, enfin, quand je voyais qu'ils trouvaient pas de locataires, et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais j'ai contacté, tu vois, toutes les entreprises aux alentours, donc les hôpitaux, les sapeurs-pompiers. Enfin, tu vois, j'ai sorti vraiment Ah ouais. j'ai fait le boulot à la place de l'agence pour essayer de trouver quelqu'un. Mhm. C'était un peu stressant pour un premier investissement. C'est clair. Donc, du coup, suite à ça, je me suis dit, bon, ok, on va pas s'arrêter sur un échec. un plan foireux comme ça. Et donc, j'ai tenté autre chose, donc, qui était un investissement en résidence de service. Résidence de service, pareil, l'idée, c'est de toucher aussi un avantage fiscal, puisque tu achètes hors taxe. Mhm. Donc, moi, je suis parti cette fois-ci donc, j'ai longtemps hésité avec la résidence de tourisme, donc des styles des Pierres et Vacances où tu achètes, en fait, t'es propriétaire et puis tu as un gestionnaire qui te loue le logement par des touristes. Moi, je suis parti sur la résidence étudiante dans plein centre-ville de Lyon. Tu vois, entre une ville un peu éloignée où il y avait personne, je me suis rapproché en plein centre-ville. Donc, on était au cœur des facs. Donc là, ils ont trouvé un locataire de suite. Enfin, ça n'a pas été un souci. Là, la particularité de ce type d'investissement, c'est que donc déjà, tu achètes hors taxe. Donc, tu as 20% de moins par rapport au prix du marché. Tu es engagé contractuellement avec le bailleur, donc le gestionnaire commercial qui va trouver les locataires, etc. Donc, tu as un bail commercial. Donc là, on était sur un bail commercial de 11 ans. Donc ça, c'était un peu plus sécuritaire puisque tu dis, OK, bon, même s'ils me trouvent un locataire au bout de 3 mois ou 6 mois, j'ai un bail commercial qui, eux, les engage à me verser un loyer tous les mois. Je me suis dit, OK, je vais mettre un niveau de sécurité supplémentaire. Donc ça a bien marché. Enfin, ça continue à marcher aujourd'hui. Après, en termes de rentabilité, c'est pas des produits. Pas génial, quoi. On doit être à 3,5, 4. Ouais. Mais c'est mieux que, tu vois, mieux que quand tu ne trouves pas de locataire, quoi. Quand tu trouves pas de locataire ou sur un livret A ou même sur un placement d'assurance vie, on en parlais tout à l'heure, toutes les assurances vie, c'est pas des masses, c'est 1,5, 2%. Alors, ça dépend ce que tu mets dans ton assurance vie et ça dépend de quelle assurance vie tu prends, mais si tu mets que ça dépendait des périodes aussi, mais ça moi, j'étais en fonds en euros, donc, ouais, voilà, vois, si t'étais effectivement sur les en gestion pilotée, j'étais rien, j'étais le truc un peu basique. Mais bon, ça a continué à marcher, ça fonctionne. Et suite à ça, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre d'investir loin de chez moi parce que tu maîtrises rien finalement. Tu vois pas les locataires, tu sais pas qui ils sont. Quand tu as un problème, tu dois faire appel à des artisans que tu connais pas. Donc, suite à ça, je me suis dit, je vais un peu changer ma stratégie et je vais investir dans l'ancien, dans des biens tout pourris où il faut tout refaire, mais à côté de chez moi. Et donc là, on est sur l'investissement traditionnel dans l'ancien. Donc, je fais essentiellement des petites surfaces, tu vois, sur des studios, parce qu'en région parisienne, c'est bien adapté. Il y a énormément de demandes, beaucoup de gens qui cherchent en fait à se loger. Et là, aujourd'hui, la stratégie, c'est d'essayer de trouver des biens, alors soit aux enchères. Donc, j'ai fait pas mal de ventes aux enchères, soit des biens qui n'existent pas encore, typiquement des combles. Là, je suis sur une opération où j'ai racheté les combles d'un immeuble pour pouvoir les aménager, faire une surélévation d'immeuble, pouvoir construire un logement. Donc là, on part de zéro. Des fois, on part d'un logement qui a été laissé à l'abandon parce que lors d'une vente aux enchères, la personne était décédée. Donc, l'appartement était inhabité pendant plusieurs années. Donc, tu retrouves l'appartement dans un état... dans son jus, comment on dit. Jusque dans son jus, il faut tout refaire. Voilà, mais c'est aussi là où les meilleures affaires se font, quoi. C'est généralement aujourd'hui, là, si je récapitule, t'es parti j'ai l'impression que t'es vraiment monté crescendo sur les stratégies IMO. T'as pris un peu le premier piège moi j'appelle ça un piège. Tu les connais bien en plus. Je les connais bien. Ouais. Le piège du Pinel, lancer du Pinel où généralement on te vend la défisque et dans 95% des cas c'est un mauvais investissement et je le dis en connaissance de cause parce que moi en tant que gestionnaire de patrimoine et CIF, les gens qui viennent me voir ils me disent que c'était un mauvais investissement dans 95% des cas. Après t'es parti sur le coup de la résidence service. Généralement c'est pas une très bonne chose aussi. Moi je pars du principe que quand on te vend de la défiscalisation, c'est rarement une bonne idée. En fait, je pars du principe que quand tu investis, que ce soit dans l'IMO, en bourse ou ailleurs, il faut pas investir pour défiscaliser. Il faut investir pour chercher un bon rendement risque, optimiser la fiscalité, oui, mais défiscaliser, c'est généralement au détriment de la performance. Et ça se confirme avec ce que tu dis dans l'IMO et ce que tu as vécu. Et finalement, tu es parti sur la stratégie qui est finalement, selon moi, la plus rentable, faire du travaux dans l'ancien. Et j'imagine que c'est comme ça que tu as commencé à faire des beaux projets rentables, quoi. Après, pour compléter ce que tu dis, nous, on a beaucoup je suis en contact avec pas mal de propriétaires, de clients qui calculent leur rentabilité sur leur fiscalité, sur combien ils vont pouvoir économiser d'impôts ou même sur des lois de défisc. En fait, c'est très mauvais de commencer à faire tes calculs en intégrant ce que tu peux économiser en termes d'impôts. Maintenant, effectivement, sur l'ancien, parce que je suis sur l'ancien,
Quand tu calcules des rentabilités, bah, tu les calcules sur, OK, c'est quoi le prix d'achat, c'est quoi toutes tes charges, c'est quoi tous tes loyers, mais sans tenir compte de tous les avantages fiscaux, parce qu'en plus, maintenant, avec les lois de finances qui changent, bah, tu vois, on risque d'avoir des petits changements. Donc, en tout cas, ouais, c'est une chose que j'ai appris, ne pas construire des rentabilités sur des avantages fiscaux que tu peux avoir, parce que tu peux les perdre, ça peut changer. Et puis, deuxième point, effectivement, moi, je me suis maintenant reconcentré sur de l'ancien. Après, voilà, j'ai aussi testé les caves, qui marchent super bien. Ouais. Alors ça, j'imagine, ça marche bien à Paris plutôt, dans les grandes villes, non? Alors ça marche bien. Alors oui, dans les grandes villes, effectivement, parce que bah, déjà, les gens ont des petites surfaces. Donc, il leur faut de la place pour stocker. Surtout quand tu es locataire. Quand tu loues un appartement, tu n'as jamais la cave. Et les gens, quand tu déménages, ils ont toujours leur valise de plus en plus tu vois, de matériel, d'habits, etc. Ils n'ont pas de place pour stocker. Donc, c'est vrai qu'il y a une très, très grosse demande dans les grandes villes parce qu'il n'y a pas de place. Et surtout au niveau des locataires, parce qu'ils n'ont pas d'espace, pas assez d'espace de rangement. Ça, moi, j'ai détesté. Après, il faut faire attention parce que les caves sont de plus en plus humides. Enfin, sont généralement humides, surtout dans les grandes villes. Enfin, là, en l'occurrence, sur Paris et en Île-de-France, faut faire très attention. Et puis les parkings aussi. J'ai fait au début aussi quelques investissements dans les parkings. Malgré que les frais notaires soient beaucoup plus élevés pour les parkings, ça reste un investissement entre guillemets passif puisque t'as pas d'emmerde avec le locataire. Mais c'est ça, la charge mentale, elle est moins forte que sur un appart, quoi. J'imagine sur un parking. Ouais, tout à fait. T'as pas de. Enfin, une fois que c'est comme la cave. Hein. Enfin, la cave, c'est exactement le même principe. T'es dérangé une fois tous les 5 ans quand ils changent le bip, tu vois, pour accéder ou la lumière. Ou les lumières, mais sinon, voilà, c'est pour commencer en fait petit. Toi, on est sur des budgets. Alors, donner les prix plutôt en région parisienne, un parking c'est aux alentours de 20 000 euros, mais c'est un investissement petit que tu peux faire sans aller taper un investissement à 100 000 euros ou déjà il faut que tu fasses du prêt bancaire ou autre. Pour un parking, voilà, moi j'ai des amis aussi qui veulent commencer petit, ça pas comment aller, bah c'est un bon moyen pour y aller avant de te dire ok je vais sur des studios ou sur des budgets plus aux alentours de 100K où là tu commences à être dans des logements qu'il faut voilà faire vivre avec des locataires et qu'il faut retaper et qu'il faut maintenir propre quoi. Ok, donc du coup toi, enfin si je retiens un peu là ta présentation globale, hein, ton parcours qu'on a fait un petit peu en résumé. Tu as eu finalement des mauvaises expériences sur tes premiers projets IMO, notamment à cause des lois de défisc, mais aussi tu as cité les problèmes qu'il y avait avec les agences qui ont mis 8 mois à trouver un locataire notamment. Toi aujourd'hui, tu gères tes biens tout seul, hein, c'est ça? Tu gères tes biens sans agence? Oui, tout à fait. Alors, il y en a plein à qui ça peut faire peur, tu vois. Et c'est un peu sur ça que j'aimerais centrer l'épisode aussi, c'est comment arriver en gros, à gérer ses biens seul. Donc du coup, on économise forcément les frais d'agence, donc on augmente notre renta, mais sans trop augmenter notre charge mentale. Donc, j'aimerais savoir quelles sont tes astuces, tes hacks. Alors, je sais qu'il y a plein de sujets, on pourrait faire un épisode par sujet, mais on va commencer peut-être par la première chose, c'est déjà pour trouver un locataire. Alors, tu vas nous dire rapidement, je pense que c'est pas le plus compliqué, mais je parle surtout du risque qu'il y a quand, par exemple, quand on a un faux dossier. Enfin, pour repérer un faux dossier, pour être sûr de trouver un locataire qui soit solvable et repérer un faux dossier. Est-ce que tu peux nous donner des astuces sur, par exemple, comment on peut repérer ça? Alors, c'est la mise en location, c'est le point le plus important, puisqu'une fois que t'as mis un locataire dans les lieux, tu peux pas le virer. Enfin, il est là minimum 3 ans, enfin pendant la durée du bail. Donc, toute l'attention du propriétaire doit se concentrer sur l'analyse du dossier du candidat ou sur la sélection du candidat. Donc moi pour passer des annonces en fait c'est assez basique, hein. Je vais sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, bon ça c'est une plateforme qui existe, ça marche bien. Après il y a à faire beaucoup de tri. Typiquement sur Le Bon Coin, il y a pour une centaine de candidats, t'en as presque 1 sur 2 qui se présentent pas au rendez-vous. Ça, c'est un premier tri. Ceux qui sont en retard. Beaucoup de volume et pas forcément des candidatures sérieuses. Voilà, donc ils sont très bons sur le flux. Après sur la qualification des candidats, là c'est à toi de faire le taf. Ouais. Donc moi ce que je fais, déjà je regarde s'ils sont à l'heure ou pas, s'ils préviennent, s'ils sont en retard, voir s'ils sont s'ils sont polis, même dans la façon dont ils envoient des messages sur Le Bon Coin. Moi je reçois plein de messages, je dis le logement est-il libre pour une visite? Et en gros, c'est pas eux qui l'ont écrit parce que c'est des messages tout faits de Le Bon Coin. Donc ils ont juste à cliquer. Donc aussi ils te tutoient aussi des fois, c'est pas ouais, des fois ils te tutoient ou des fois enfin voilà, donc on se connaît pas, donc voilà, donc on reste sur du vouvoiement. Moi j'attends à chaque fois que le locataire que le candidat se présente parce que moi normalement je demande de se présenter, de dire pourquoi il veut postuler pour ça prouve déjà qu'il a lu l'annonce déjà. Qu'il a lu l'annonce, qu'il est motivé. Après je fais les visites. Les dossiers maintenant moi je les demande plus avant la visite, parce qu'il y a de plus en plus de locataires qui ont peur de donner leur vie. Donc c'est ton dossier de location, c'est ta vie, parce qu'il y a des risques, surtout sur Le Bon Coin ou même sur d'autres plateformes, d'usurpation d'identité, d'utilisation des données pour ouvrir des comptes bancaires ou des abonnements téléphoniques.
Donc du coup, moi, je fais toutes les visites. Une fois que j'ai fait toutes les visites, j'attends que le candidat qui sont intéressés me renvoie leur dossier. Alors, je fais quand même un premier filtre en amont. Bien sûr. Et ensuite, par rapport au dossier que je vais recevoir, j'analyse en priorité les dossiers les bulletins de salaire. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a une étude qui est sortie récemment. C'est le document le plus falsifié à plus de 60%. Quand tu prends les 5 gros documents qu'on demande, le bulletin de salaire, c'est celui qui va être le... Qu'est-ce qu'il falsifie? Alors, j'imagine le montant du salaire net, mais est-ce qu'il falsifie aussi d'autres choses? Parce que je sais qu'un des trucs qu'on doit regarder, c'est par exemple le cumul imposable net. Ça, généralement, ça ment pas parce que ça permet de voir si c'est cohérent ou pas avec le mois en question. Qu'est-ce qui est falsifié finalement sur quoi il faut être vigilant sur un bulletin de salaire? Ce qu'ils font très très basiquement, c'est le net. Tu vois, c'est pas des fraudeurs professionnels. Ils prennent leur logiciel Paint ou même Photoshop, ils te modifient le salaire net. C'est facile parce que c'est des documents PDF. Donc ça, c'est ce qui est modifié. Après, ils vont pas s'amuser à modifier autre chose. Donc toi, ce que tu fais en tant que propriétaire, effectivement, donc là, t'as une bonne... J'ai déjà sorti une pépite. T'as déjà sorti une pépite et c'est ce que je recommande là dans notre côté, c'est de vérifier le cumul net fiscal qui apparaît en bas de la feuille de paye. Compte tenu que tu demandes 3 bulletins de salaire, après c'est des additions. Et vu que ces informations-là sont produites par des logiciels comptables qui établissent les bulletins de salaire, il y a pas d'erreur. Donc en gros, tu prends le bulletin du mois de janvier, t'additionnes le cumul net fiscal avec le figurant sur le mois de février, et ça doit être égal au total cumulé. Ça c'est une première chose. Après, tu peux regarder aussi s'il y a des lignes qui apparaissent sur le bulletin de salaire, des saisies. Les locataires qui ont des dettes, ou par exemple, tu en as. Ça peut être, oui, d'accord. Ça apparaît sur la feuille de paye en forme de saisie, mais c'est mélangé dans les petites lignes entre les charges, toutes les charges que tu payes. Donc tu as ça. Tu peux, après, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est de faire un lien entre tous les documents. Donc c'est de vérifier le net avec le brut. Donc il y a des ratios en fonction de ta profession. Si tu es cadre, non cadre ou juste fonctionnaire, tu peux retrouver à partir du net le brut. Donc ça, c'est des multiplications à faire. Donc ça, tu peux le faire. Mettre en corrélation le salaire brut avec le contrat de travail aussi. Ce qui te permet de s'assurer qu'il y a une cohérence entre le brut global dans le contrat de travail et ce qui figure sur le bulletin de salaire. Après, le brut, généralement, c'est pas trop modifié parce qu'il modifie la ligne qui est écrite en police 24 en gras, donc le salaire net. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire et qu'il faut faire effectivement. Voilà, et tu peux aussi bien sûr prendre avis d'imposition. Donc sur l'avis d'imposition, maintenant tu vois aussi la cohérence avec le salaire. Tu as le revenu imposable et tu peux en plus vérifier l'avis d'imposition avec une application qui a été mise en place par le plan d'administration. Avec un QR code, tu peux scanner le QR code et vérifier que c'est pas un faux d'avis d'imposition. Ok. Et ça, tu penses que... Alors du coup, j'imagine que pour les propriétaires, ça peut peut-être être un frein, tu vois, de se dire, ok, j'ai tout ça à vérifier. Est-ce que toi, ton expérience ou des échos que tu as eu, est-ce que tu penses ou tu sais si les agences font vraiment le taf, enfin ce taf-là, ou tu penses qu'il y a un petit peu plus de laxisme, tu vois, de la part des agences là-dessus? Est-ce que tu as eu des échos là-dessus? Je sais pas. Les agences sur la mise en location, c'est pas là où elles gagnent de l'argent. Elles gagnent de l'argent sur la transac et sur la vente. Donc elles vont passer peu de temps en fait sur la gestion, sur la mise en location. Après, vu le nombre de dossiers qu'ils reçoivent, vu le temps qu'il faut passer, tu vois, il faut passer au moins un quart d'heure sur un dossier. Tu vois, quand tu reçois une 50aine de dossiers, je pense pas qu'elles passent un quart d'heure pour analyser tout le dossier. Après, aujourd'hui, la stratégie des agences immobilières, c'est de se dire, nous, on va pas s'embêter avec ça, on n'a pas envie de gérer les impayés et autres. Nous, notre obligation, c'est, on vous propose la GLI. Ouais. Donc GLI qui est garantie loyer impayé. Garantie loyer impayé, et donc ça veut dire que elles font un tri uniquement sur le revenu du candidat. Qui globalement, c'est un ratio de 3. Donc je sais pas qu'elles font que ça, mais en tout cas c'est le premier critère qu'elles font parce qu'elles disent ok, de toute façon il va y avoir la GLI, ouais, donc ça les couvre en fait en cas d'impayé quoi. Ça les couvre effectivement. Après il y a peu en tout cas, c'est rare les agences qui s'embêtent à se dire non, on vous met pas en place une GLI. En plus, ils sont commissionnés aussi sur les GLI. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Après, aujourd'hui, la garantie loyer impayé est très peu utilisée. Il y a à peu près 11% du parc donc de bailleurs qui a souscrit une garantie loyer impayé. Quoi, c'est pas beaucoup. Enfin, ça comme dit. Bah ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais parce qu'il y a des contraintes. Déjà, ça coûte entre 2,5 et 3% du loyer la GLI. Après, c'est sur étude du candidat. Et puis tous les candidats ne rentrent pas dans les cases de la GLI.
Donc il y a beaucoup de contraintes en fait, et puis ça rallonge le process de mise en location puisqu'il faut étudier le dossier du locataire, avoir le retour de l'agence qui étudie ou l'assurance qui étudie le dossier. D'ailleurs là-dessus, sur le choix d'une GLI, je vous recommande que ça soit l'assureur qui contrôle et qui valide le dossier du candidat et pas vous ou l'agence. Parce que en cas d'impayé, effectivement, l'assureur, s'il a fait son boulot de vérifier le dossier, il pourra pas se retourner contre vous. Ouais, c'est ça, parce que du coup, ils peuvent aussi dire, bah non, on vous rembourse pas parce que le dossier est pas conforme. Donc, il faut que ce soit eux qui mettent le tampon comme quoi le dossier est validé, quoi. Donc ça, c'est un point qui est super important. Nous, aujourd'hui, la GLI qu'on propose, c'est notre cellule de gestion qui valide. Comme ça, c'est mettre le tampon, ok, il n'y a pas de souci. Et si demain, il y a un problème, Allianz pourra pas dire, bah non, désolé, vous n'avez pas vérifié tel ou tel document. Donc ça, mais tous les assureurs n'ont pas le même fonctionnement. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc pour répondre à ta question, les agences immobilières, je pense qu'elles vont elles déchargent la responsabilité sur la partie GLI. Les assureurs se chargent d'étudier la solvabilité, donc elles travaillent sur la solvabilité du dossier. Donc tu rajoutes à tes 8% de frais de gestion, parce que c'est à peu près la moyenne aujourd'hui, une agence immobilière te prend 8% de frais de gestion. Tu rajoutes les 2,5-3%. Toi, tu es déjà à 11% de frais partis dans la gestion quand tu passes par une agence avec une solution de GLI, quoi. Ok. Donc, bon, du coup, tu nous as donné des petits tips sur comment repérer le dossier. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres choses, mais je vais volontairement passer aux autres sujets parce que du coup, je pense que comme on a dit j'imagine qu'il n'y a pas que les bulletins de salaire à regarder, mais vu que là, on est plutôt dans l'optique d'essayer de trouver des solutions pour diviser notre charge mentale pour gérer les biens locatifs sans agence. Donc pour moi, voilà, il y avait ce premier filtre, de trouver le locataire. Oui. Bon, une fois qu'on l'a trouvé, du coup, on va essayer de faire les étapes dans l'ordre. Après, pour la mise en place, moi, ça, je sais que c'est quelque chose qui, moi, à titre perso, me saoule, tu vois, de faire des états des lieux d'entrée et de sortie. Est-ce que tu as des hacks, des tips ou quoi pour pouvoir le faire soi-même ou pouvoir le déléguer sans forcément faire appel à une agence, ou du moins pour, encore une fois, diminuer sa charge mentale sur cet aspect-là qui peut être chronophage, notamment quand on fait de la coloc ou quand il y a du turnover régulier. Quelles sont, toi, tes astuces, tu vois, pour, faciliter la mise en place des locataires? Alors, deux choses. Donc, pour les visites, et après, on parlera des états des lieux. Donc, pour les visites, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je fais maintenant des visites groupées. Ce que je faisais pas avant. Parce qu'il y a tellement de candidats. Alors, pour les petites surfaces, ça marche bien. Après, pour des appartements 2-3 pièces, peut-être c'est un peu moins adapté. On va dire, pour les petites surfaces, ça marche bien. Donc, les candidats arrivent, ils font tous la visite. Après, moi, je les fais je limite quand même à 4-5. Mais au moins 4-5, voilà, déjà, ça te permet de voir, tu vois, ça dure. Ils se tirent pas dans les pattes, ça va? Non, ils se tirent pas dans les pattes. Puis chacun pose des questions, tu vois, c'est un peu communautaire. Des questions que peut poser une personne, ça peut intéresser le candidat qui n'y aurait pas pensé. Donc ça fait un petit échange au début. Toi, tu passes moins de temps. Donc je passe une demi-heure avec 5 candidats au lieu de passer 5 fois une demi-heure. Ouais. Donc ça, moi, je me prends 2 heures de créneau. Donc tu vois, donc ça, 2 heures, ça va. Je sais qu'en 2 heures, j'ai trouvé quelqu'un. Donc, je me dis, passer 2 heures pour trouver un candidat, ça va, c'est acceptable de mon point de vue. Les états des lieux, alors les états des lieux, alors, soit tu peux le faire par toi-même, la visite. Si tu ne peux pas parce que tu habites loin ou t'as pas le temps ou pour une autre raison, tu peux faire appel à ce qu'on appelle des jobbers. Enfin, t'as des plateformes qui te mettent en relation avec des personnes qui cherchent, qui proposent leur service. Temps, leur temps en fait, leur service, donc femme de ménage ou autre. Et après, tu as plein de gens qui sont là pour, je sais pas, t'aider à monter des meubles et autres. Donc ça, tu peux trouver aussi une personne de confiance, donc dans la ville. Donc, faut faire vraiment un truc ultra ciblé dans la ville ou même dans ta rue pour trouver quelqu'un qui accepte donc, non pas de monter un meuble, mais juste d'ouvrir la porte et puis de faire la visite. Donc il faut qu'il soit de confiance quand même, parce que tu lui donnes des clés, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire passer d'entretien, mais c'est intéressant d'investir ton temps pour trouver quelqu'un de confiance qui va donner ton temps, enfin, tu vas le payer pour son temps. Et finalement, quand tu auras besoin de faire des visites ou autre, tu sais que tu pourras compter sur lui. L'appartement, il va le connaître. Et tu vois, t'es payé au SMIC, donc tu vois, ça va te coûter 15 € de l'heure, 15-20 € de l'heure, mais ça te coûtera moins cher qu'un mois de loyer si tu passes par une agence immobilière. C'est ce qu'elles prennent à peu près réparti entre le locataire et le propriétaire. Donc là, tu vois, tu passes 2 heures de visite, ça va te coûter 40 €. Et 40 €, tu t'as délégué ça à une personne pour faire les visites. Après, tu peux recevoir les dossiers, tu fais le tri. Tu utilises quel site, par exemple, pour ça? Oh, t'as des sites de jobbing. Tu vas sur des sites sur Google. Nidel, les débrouilleurs, le voisin, des choses comme ça, là. Plateforme de jobbing, en fait. Et tu trouves, il y en a plusieurs, qui sont, tu peux déposer une annonce sur un ou deux de ces sites et tu vas forcément trouver quelqu'un. Pour les états des lieux, ce qui est compliqué, c'est pas l'entrée,
c'est l'état des lieux de sortie. Ouais. Ah, mais justement, si l'état des lieux d'entrée n'a pas été bien fait, peut-être que celui de sortie est plus compliqué aussi. Alors, l'état des lieux d'entrée, la particularité, c'est généralement au niveau du propriétaire, ça se fait vite. Parce que généralement, tu l'as remis au propre. Il est censé être clean et propre. Ouais. Donc, normalement, tout va bien. Parce que si le truc il est tout bancal, c'est que tu peux pas remettre en location un appartement qui est pas nickel. Donc généralement quand tu refais une entrée, ça va vite au niveau du bailleur. Et en plus, ce que dit la réglementation, c'est au locataire de tout checker, de tout vérifier et de te faire part dans un délai de 10 à 15 jours toutes les anomalies qu'il a constatées. Ouais, par rapport à ce qui est écrit sur l'état des lieux. Okay. Donc ça c'est super important parce que ça te permet de pas y passer des heures. Logiquement, le truc, il est neuf. Tu as déjà analysé le dossier du candidat. Tu sais que l'appartement, il est propre. Et donc, tu fais un état des lieux assez rapide avec lui. Le locataire, s'il a des choses à te dire, il peut te les faire part. À ce moment-là, tu fais juste une mise à jour d'état des lieux. Puis, tu n'as pas de litige, tu n'as pas de conflit. Le locataire, il est content. Toi aussi, tu as trouvé quelqu'un, tu as signé le bail. Donc, la problématique, c'est pas à l'entrée, mais c'est surtout à la sortie. Parce que la sortie, c'est là où tu vas te dire... Moi, on m'a toujours dit que tu as un état des lieux de sortie sur 2 qui se passe mal, quoi. Ouais, bah moi, je l'ai vérifié, en tout cas, à titre personnel. Bah, ça fait partie des top 3 des litiges aujourd'hui des bailleurs entre les impayés, les dégradations du logement et la restitution de la caution, pas du dépôt de garantie. Donc là, tu es en plein dans les top 3 des litiges. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un pré-état des lieux. C'est-à-dire, une semaine avant l'état des lieux final, donc tu as appris la date avec le locataire, tu lui dis, bah voilà, je vais venir une semaine avant dans le logement, mais c'est informel, hein. C'est juste pour faire un point, un petit échange, pour checker un peu ce qui va, ce qui va pas. Pourquoi c'est important? Parce que ça te permet à toi de pointer tout ce qui va pas. Je sais pas, les joints de douche, ils sont tout crades, les WC n'ont pas été nettoyés, il y a une serrure qui est cassée. Donc, tu pointes un peu tout ce qui va pas et ça laisse le temps au locataire de s'organiser pendant la semaine pour réparer les choses qu'il faut. Donc, ouais, si tu fais une pré-visite, finalement... Alors, pré-état des lieux. Pré-état des lieux, ouais. Parce que si tu le fais pas, en fait, le jour de l'état des lieux de sortie, bah, ton locataire, il a déjà fait ses valises, il est prêt à partir, il a son train qui l'attend dans une demi-heure. Donc là, laisse tomber, t'es sûr qu'il va pas du tout te mettre à, je sais pas, te changer les joints ou autre. Et là, tu rentres en litige. Donc déjà, ça te permet d'atténuer ou de diminuer ce risque de litige. Voilà, donc ça, c'est une première chose que je vous encourage effectivement à faire au début. Pour être un peu plus serein lors de l'état des lieux de sortie. Après, si ça se passe vraiment mal, tu peux te faire accompagner par un huissier. Si le locataire ne veut pas se présenter, pareil, tu fais appel à un huissier qui constate l'état des lieux de sortie. Et dans le cas où ça se passe bien, parce qu'on va dire plus de 50% des cas où ça se passe bien, là, tu restitues la caution de suite. T'attends pas 1 mois ou 2 mois. Enfin, moi, si le truc il est propre, je restitue, je fais un chèque et je restitue la caution directement au locataire. S'il y a un souci, t'as un délai d'1 mois voire de 2, parce que s'il faut que tu fasses des devis. Mais voilà, il faut pas attendre pour restituer la caution. On n'est pas là pour faire fructifier l'argent du locataire. Oui, c'est clair. Puis il n'y a aucun intérêt si ça s'est bien passé. Voilà, tu libères rapidement. Lui, il est parti ailleurs. Enfin, chacun vit sa vie. Ok. Bon, du coup, si je récapitule un petit peu les petites astuces que tu nous as données pour, on va dire, réduire sa charge mentale sans passer par une agence. Donc déjà, bon voilà, repérer les faux dossiers. On a vu bien checker la fiche de paye. Donc à l'état des lieux d'entrée. Idéalement, enfin pour les visites, idéalement prendre un mandataire si on n'a pas le temps. Alors, soit grouper les visites si c'est toi qui le fais, ou soit prendre un mandataire, donc par les sites de jobbing pour dire déléguer la visite parce que ça prend quand même du temps. Et pour l'état des lieux, comme tu as dit, l'état des lieux d'entrée, ça se passe généralement bien. Et puis pour l'état des lieux de sortie, du coup, pour éviter tout litige, une semaine avant, faire un pré-état des lieux de sortie. Alors c'est marrant parce que tu vois, cette astuce, moi je la connaissais pas, enfin je l'ai jamais appliquée. Ouais. Mais ça peut t'éviter bien des galères le jour J, quoi. Parce que c'est là où tu as des frictions qui sont max et si tu peux désamorcer la bombe, toi tu t'attends de lui expliquer vu que c'est un truc informel. Tu dis tiens regarde là, ça serait bien que tu remettes à jour parce que tu as une semaine pour le faire. Il en fait, prend confiance parce que les gens c'est pratique, je trouve, quand tu es sur place, quoi. Parce que si tu fais 2 allers-retours, enfin, tu vois, quand tu es à l'autre bout de la France et que tu fais si par hasard tu fais état des lieux de sortie, que tu veux traverser la France, tu vas le faire 2 fois, bon. Mais par contre, c'est vrai que si t'es pas trop loin, je pense que c'est super intéressant effectivement de faire ça, quoi. Et donc peut-être pour rebondir sur une des questions, c'est quoi la solution pour faire un état des lieux si on n'a pas le temps ou autre, donc passer par une personne de confiance. Comme pour les visites, ça va pas marcher parce que elle va pas bien savoir ce qu'il faut faire et comment il faut annoter sur l'état des lieux. Donc là, il vaut mieux confier la tâche à un professionnel, donc soit par un huissier ou soit via des agents qui sont spécialisés pour faire des états des lieux de sortie. Et ils font que ça. Ok. Bon, tu nous as donné du coup deux choses super intéressantes déjà. Est-ce que tu as une autre idée de, je sais pas moi, de hack ou d'astuce pour
encore plus réduire sa charge mentale sur la gestion locative sans agence. Alors, enfin, je vais te soumettre un petit peu mon idée, même si je suis complètement ouvert si tu en as d'autres, hein, sur d'autres sujets, mais moi, je sais qu'à titre perso, moi, ce qui me prend le plus de temps et ce qui me cause le plus de stress, c'est les imprévus, quoi. Les imprévus, la fuite d'eau, je sais pas moi, la serrure pétée, l'urgence, ou bref, le truc à remplacer. Comment toi tu gères ça? Ce qui parle, ça. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai eu 3 dégâts des eaux dans un an, tu vois, donc je suis un peu traumatisé. Comment tu gères ça, ou c'est quoi ta solution pour le gérer à la place d'une agence et le faire bien? Alors, je dirais qu'il faut, pour tous ces problèmes du quotidien, parce que faire de la location, ça se limite pas à collecter le loyer. C'est trop facile, ça serait un investissement purement passif. L'immobilier, c'est actif, donc le Puis locataire bon, on est n'est là. pas non plus des marchands de sommeil, on a envie que notre colocataire soit bien aussi, quoi. Enfin, Voilà, il faut qu'il soit bien. Donc, globalement, tu auras le locataire que tu mérites, hein. Si ton bien il est propre, il est nickel, bah, tu auras des bons locataires. S'il est en friche, bah, oui, forcément, il va pas s'en occuper. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en place les process en amont pour savoir quoi faire le jour où tu as un souci. Alors, tu parlais des petites urgences dans le logement, mais il n'y a pas que ça. Tu peux avoir tous les litiges aussi. Typiquement, un locataire qui veut pas te payer, qui paye un peu quand il veut, qui veut pas entretenir le bien, qui fait beaucoup trop de bruit, tu te payes des lettres de mise en demeure du syndic, qui fait de la sous-loc, ou même qui sous-loue l'appartement. sans te dire. Sans te dire, qui veut pas partir. Enfin, tu vois, des cas, il y en a foison. Donc, tu as toute cette problématique juridique qu'il faut anticiper et les problématiques de qu'est-ce que je fais quand il y a un souci dans l'appartement en termes de dépannage. Donc nous, ce qu'on recommande, en tout cas nous, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est qu'on propose des garanties spécifiques pour les bailleurs. Où globalement, quand ils ont un litige, quand ils ont un problème avec un locataire ou même avec le syndic ou avec les voisins, on dit voilà, t'appelles tel numéro, t'as ton service juridique et donc ce service juridique va te permettre de résoudre à ta place le problème. Donc ça te permet surtout, je trouve la partie la plus stressante, c'est les problèmes litigieux. Ouais, c'est clair. La loi. Après, quand il y a une panne, ok, c'est casse-pied, mais tu sais que tu vas pouvoir trouver une issue parce que peut-être il suffit juste de changer le micro-ondes. Donc, mais quand tu as un problème litigieux avec un locataire, tu es sûr que tu vas prendre cher parce que c'est super stressant, tu vas peut-être mal dormir, ça peut te coûter cher, et puis tu vas jamais réussir à régler le problème tout seul en direct avec le locataire. Parce que lui, maintenant, les locataires se font très bien accompagner par des associations. Ils ont accès aussi à des associations juridiques de défense des locataires. Donc, ils vont être armés juridiquement pour te dire, OK, mais attends, mais moi, je sais que je suis dans mon droit. Par contre, toi, propriétaire, t'as pas respecté tes obligations en tant que propriétaire. Donc, il faut se battre à armes égales. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on recommande systématiquement d'avoir une protection juridique, d'avoir un juriste dans ta poche. Ça t'évite d'aller voir un avocat. Mais au moins, ce juriste, tu peux l'appeler quand tu as un souci. Tu vas pouvoir lui expliquer le problème et c'est lui qui va prendre le relais. C'est-à-dire qu'il va essayer de résoudre à l'amiable le problème avec le locataire en direct, écrire les courriers. Il est là pour te défendre. Pareil, si le locataire ne veut rien entendre, il faut ouvrir la procédure judiciaire. Et donc là, c'est le juriste qui a suivi ton dossier depuis le début qui va te mettre en place l'avocat, les huissiers, financer toute la procédure judiciaire. Mais au moins, la charge mentale, elle va être beaucoup moins forte de ton côté parce que tu sais que tu as un professionnel du droit et de l'immobilier qui va s'occuper de ton cas. Ce qui est rassurant, quand même. Ce qui est rassurant. Et même moi, à titre perso, j'ai ce type de protection, de garantie, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis même toi, à titre personnel, si t'es pas au fait de la réglementation. Puis ça évolue tout le temps, en plus. Ça évolue, le bail, il change tout le temps, les actes de caution solidaire, ils changent tout le temps. Donc si t'as pas des documents contractuels qui sont propres, c'est un peu la galère. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important à avoir sur la partie juridique. Sur les petits bobos dans le logement, pas les fuites d'eau ou même ça peut être un volet roulant qui veut plus se fermer, un problème dans la serrure ou autre. L'idée, c'est qu'est-ce que tu fais? Soit tu te montes ton réseau d'artisans. Alors, c'est différent sur la partie juridique, tu peux pas avoir ton juriste. Tu vois, tu peux pas dire, OK, je vais prendre mon avocat. Parce que l'avocat, il va te facturer à l'heure, c'est 200 € l'heure. Donc, tu peux pas faire appel à l'avocat tout le temps, ça va te coûter très la rentabilité, elle prend cher. Par contre, au niveau des artisans, voilà, tu peux aussi te constituer ton petit réseau d'artisans de proximité, comme pour la personne qui va te faire les visites. Donc ça, c'est important que la personne connaisse ton appartement, dans la mesure où toi, tu peux pas y aller, hein, tu peux pas t'en occuper par toi-même. Donc ça, voilà, il te faut le minimum, c'est le plombier.
Ouais. C'est la première chose à chercher, c'est le C'est plus plombier. urgent souvent. Pourquoi? Parce que c'est les fuites d'eau aujourd'hui qui sont le problème le plus récurrent dans les logements que tu mets en location. Voilà, donc avoir un carnet d'adresses. Donc ça, c'est la première chose à faire. Comme ça, tu peux t'entourer. Enfin, tu peux appeler effectivement le plombier. Nous, aujourd'hui, on met à disposition ces artisans pour les propriétaires qui passent par la plateforme de gestion locative Monsieur Hugo. Et donc, ils ont un numéro de téléphone, ils appellent, ils ont directement un artisan qui va intervenir chez eux. Donc, ça t'évite à devoir te construire ton propre réseau par toi-même, parce que t'es pas plombier, donc tu vas pas t'improviser plombier. Et pour peu que tu aies des appartes un peu partout, pas tous au même endroit, tu es quand même content d'avoir... imagine, tu as un appart à Marseille et un autre à Paris, bon, tu n'as pas forcément des réseaux dans chaque ville, quoi. Oui, tout à fait. Et après, il faut les garder dans le temps, il faut leur amener aussi un flux d'affaires. Ouais, sinon au bout d'un moment, ils répondent plus. Parce que la difficulté aujourd'hui pour faire intervenir un artisan, c'est qu'ils sont blindés. Enfin, ils vont pas forcément venir chez... Déjà, le temps qu'ils te répondent. Ils t'envoient le devis. Tu vois, il s'est écoulé plusieurs jours. Qu'ils viennent chez toi. Si tu attends 5 jours avant d'agir, enfin en tout cas, tu peux avoir une piscine chez toi, quoi. Tu peux avoir une piscine, les locataires, là tu vas déboucher sur un litige avec ton locataire. Donc nous, les artisans qu'on envoie, ils interviennent dans un délai de 2 à 3 heures. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Parce qu'on traite de l'urgence, donc l'idée c'est de rassurer le propriétaire, de faire prendre conscience au locataire qu'on s'occupe de lui et qu'il y a quelqu'un qui va venir pour traiter son cas. Peut-être qu'il pourra pas de suite réparer ou agir, mais au moins il y a quelqu'un qui est venu, qui a stoppé le sinistre et qui a mis en sécurité l'appartement. Et après, après t'as un devis s'il faut changer le ballon d'eau chaude. Bon, après c'est sur devis, mais à minima, au moins t'as sécurisé, quoi. T'as sécurisé, ça aggrave pas la situation, quoi. Ça aggrave pas la situation, et donc c'est pour ça que pour répondre à la question, voilà, il faut vraiment anticiper. Il faut pas attendre que ça t'arrive dessus. Si t'attends d'avoir un problème dans le logement, là tu vas être en stress, tu vas galérer, tu vas aller sur Google. Prendre le premier plombier que tu trouves qui va te prendre 400 € juste parce qu'il est arrivé chez toi, sans compter tout le reste qu'il y a à faire. Donc tout ça, ça s'anticipe. Comme la sélection du dossier d'hypothèque, tu dois y passer du temps en amont pour diminuer ta charge mentale ou diminuer le stress que tu peux avoir quand tu es dans l'urgence. Parce que c'est dans l'urgence généralement que tu agis un peu trop vite et tu fais des bêtises. Tu fais des bêtises. Bruno, je suis désolé, mais on est un peu contraint par le temps. Parle beaucoup. Ouais, non, mais c'était super intéressant, mais on est un peu contraint par le temps. Donc, c'est un épisode un peu spécial parce que du coup, là, aujourd'hui, on est au salon France FinTech parce qu'on s'est vu donc en vrai pour faire ça. Mais dans l'épisode aussi, on voulait faire une petite démo de l'outil. Donc, on va bifurquer sur une visio qu'on va faire bien sûr en différé, mais la vidéo et l'audio va passer sur une version vidéo. On va un peu démontrer l'outil, mais juste avant de montrer un peu comment marche ton outil, Monsieur Hugo, est-ce que tu peux nous le décrire en 1 minute? Pourquoi c'est bien, en quoi ça te permet de gagner du temps et en quoi ça permet de gagner du temps et en stress aussi pour gérer tes biens locatifs. Ouais. Alors c'est pour te faire le pitch en une seconde. Convainc-moi. Une seconde. Donc Monsieur Hugo, c'est une plateforme de gestion locative pour les propriétaires bailleurs qui font de la location longue durée, qui prend en charge tous les frais d'artisans, d'huissiers, d'avocats pour traiter tous tes litiges, tout ce dont on vient de parler, tes artisans, voilà. Donc, tu as l'automatisation de toute ta compta et de toute ta gestion, parce qu'on est la seule plateforme à proposer le prélèvement des loyers. Donc, ça veut dire que c'est la plateforme qui va piloter les flux financiers. Donc, on sait que le locataire, il a payé, il n'a pas payé. On peut générer automatiquement les quittances. On te met ta comptabilité à jour. Et le must, c'est qu'on fait même les liasses fiscales. On fait la déclaration des revenus locatifs. Donc, on te fait tout de A à Z. Alors, ça fait même l'expertise comptable et tout, quoi. Et ça fait l'expertise comptable et ça trouve le locataire. Du moins, on a des outils pour détecter les faux dossiers. On en a parlé des faux dossiers, donc soit tu n'as pas le temps, tu peux utiliser notre outil, soit tu le fais par toi-même. On a un applicatif qui permet de rédiger le bail de location. Comme ça, si tu n'as pas la connaissance, tu as un bail qui est conforme en 10 minutes avec la signature électronique. Voilà. Ça te va le pitch? C'est clair? C'est un très bon pitch. Mais du coup, on va couper la vidéo volontairement parce qu'on doit laisser la place dans le salon et puis on se retrouve dans 1 seconde. Sur la vidéo, on va faire une petite démo de l'outil. Top, écoute, merci. Nous voici de retour du coup en visio cette fois-ci pour pouvoir faire une démo de l'outil comme on discutait juste avant. Alors on est passé du salon France FinTech à chez nous pour continuer cet épisode. Donc désolé pour ceux qui sont en podcast, mais voilà, là on va être vraiment sur une partie visuelle où Bruno va nous présenter l'outil, nous montrer comment concrètement on peut diviser notre charge mentale pour la gestion des biens locatifs en utilisant l'outil Monsieur Hugo. Donc rebonjour Bruno, ça va toujours? Oui, salut Thomas, c'est très bien.
Du coup, je te laisse reprendre la main. Tu nous expliques un petit peu de manière concrète comment se passe, comment on utilise Monsieur Hugo, comment ça se passerait pour ceux qui souhaitent utiliser cet outil pour faciliter la gestion de leurs biens. Ok, donc ce que je te propose, c'est qu'on repart un peu sur les deux étapes. Hier, on a parlé, pendant le podcast, on a parlé, quand on était au salon, de la mise en location. Donc l'idée là, c'est de vous montrer effectivement comment se passe une mise en location. On verra la gestion locative après, comment on automatise toute la gestion. Et après, je dirais 2 mots sur les garanties. Ouais. Donc la mise en location, c'est très visuel. Donc là, on se retrouve sur l'interface Monsieur Hugo, côté propriétaire, avec tous les biens qui sont sur le côté. Le locataire a aussi un compte Monsieur Hugo. Ouais. Et donc, au niveau de la mise en location, c'est assez simple. Ici, on a un onglet qui s'appelle Mettre en location. Et donc, le principe, c'est qu'on laisse, nous, le propriétaire, déposer son annonce sur Le Bon Coin ou sur SeLoger. Une fois que l'annonce est déposée, le propriétaire va recevoir énormément de demandes. Surtout les candidats, la première chose qu'ils veulent, c'est la visite. Ouais. Alors ça dépend de l'attention locative, j'imagine, mais on va dire que si on a fait les choses bien, normalement, on a beaucoup de demandes. C'est vrai, ça dépend. Alors, typiquement, moi où je suis, j'ai une centaine de demandes à chaque fois. Donc après, il faut faire le tri. Donc c'est là que Monsieur Hugo va intervenir. On va faire office de rôle d'entonnoir, de sélection naturelle des candidats. Et donc il y a différentes choses en fait qu'on peut faire une fois qu'on va commencer à recevoir les demandes. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je fais déjà un tri manuellement sur les mails que je reçois de Le Bon Coin, SeLoger, pour voir si les gens se sont un peu présentés, s'ils ont été polis, s'ils disent bonjour, s'il y a un minimum de courtoisie. Et dans un second temps, si j'estime que ça peut le faire, j'ai envie de leur faire visiter le bien, ce que je fais, c'est que je leur communique une URL de prise de rendez-vous. C'est comme avec Doctolib, je pense que tu connais, on a tous déjà réservé. Calendly, un truc comme ça. Calendly. Voilà, c'est une sorte de Calendly bis, sauf qu'ici, nous, on a la possibilité de régler ces dates. C'est dispo. Donc là, tu vois, date de début, date de fin ici. Donc là, je l'ai fait pour que ça soit pas trop long. Et ce qu'on communique aux locataires, donc là, je suis sur une autre URL où j'ai communiqué le lien de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est ce que voit le candidat. Donc on retrouve l'annonce du bien et là, on retrouve tous les rendez-vous. Donc tu vois, c'est un peu comme sur Doctolib. Je sélectionne par exemple la date qui est ici. Et ce que va faire Monsieur Hugo, c'est qu'on va venir qualifier le candidat. Donc ça se fait automatiquement. Donc le candidat peut remplir toutes ces informations qu'il a envie ici. Il a juste besoin de valider son rendez-vous. Okay. Et à ce moment-là, on va retrouver tous les dossiers des candidats directement sur une seule et même interface. Donc ça évite d'avoir des boîtes mail qui soient... moi, à chaque fois, je suis submergé de mails. J'ai des dossiers qui arrivent un peu au compte-gouttes. Donc après, il faut reconstituer un puzzle. Et mélanger aussi avec tes autres mails, machin. Et c'est compliqué. Alors quand on a une demande ou 2 demandes, ça va. Mais quand on en a des dizaines, ça peut vite devenir casse-pied. Donc là, tu vois, typiquement, ici, on a... donc ça, c'est un vrai bien. Voilà. Donc ça, c'est un de mes logements que j'ai mis en location sur ce compte-là, Monsieur Hugo. Et donc, tu vois, j'ai reçu... là, je vois une 60aine de demandes déposées. Et tu vois, pour chaque candidat, on a à chaque fois tous les justificatifs qui sont donc accessibles ici. Donc, j'ai plus qu'à cliquer sur pièce d'identité, justificatif de domicile. Donc là, j'ai les documents qui sont téléchargeables, donc je peux les consulter directement. Donc tout est classé et ordonné ici. Comme sur ton Outlook, en fait, tu peux annuler, reporter, supprimer le rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment toi qui as la main dessus. Donc là, t'en as un paquet. Et tu vois, pour certains dossiers, il y a une petite mention dossier certifié par l'État. Donc ça, c'est ce qu'on disait pendant le podcast, l'importance de vérifier, de prendre le temps de vérifier les dossiers des candidats. Il ne faut pas se précipiter. Mais moi, au début, je me précipitais. Je me dis, chouette, j'ai un locataire, je vais le mettre en place directement. Bon, voilà, il faut se poser, il faut respirer, il faut prendre le temps de le faire. Donc soit on le fait manuellement, mais ça prend 15 minutes à peu près par candidat. Soit nous, on a mis en place... Ici, on a mis une contrôle des dossiers qui va permettre de faire vérifier automatiquement toutes les pièces justificatives du locataire et de son garant. Donc, le principe est assez simple. On a mis en place un partenariat donc, avec l'État, avec le ministère du Logement, qui va analyser. Donc nous, on leur envoie l'ensemble des pièces justificatives. Le contrôle va se faire dans la journée. Et ce qui va être contrôlé, c'est l'ensemble des pièces justificatives. Et il y a un dernier. Donc, l'idée, c'est de vérifier la conformité des pièces, vérifier que les pièces n'ont pas été fraudées, modifiées. Comme on l'a vu hier, les bulletins de salaire, c'est le document le plus critique. Falsifié, falsifié à plus de 60%.
Et donc là, l'intérêt, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de le faire, qui ont beaucoup de candidats, comme moi, tu vois, j'avais énormément de candidats, c'est de se dire, ok, je vais tout simplement... donc là, j'ai un menu déroulant avec les candidats qui sont présentés à l'écran, de faire vérifier les dossiers. Et il y a un dernier niveau de contrôle qui est vraiment top, qui a été mis en place, c'est que le revenu qui figure sur le bulletin de salaire va être mis en corrélation avec les revenus enregistrés au niveau du centre des impôts. Donc, si la personne a essayé de modifier sa feuille de paie, ça se verra parce qu'il y aura une incohérence par rapport à ses revenus enregistrés au niveau du centre des impôts. Donc ça, c'est assez puissant et ça permet vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas eu de grosses triches. Après, il peut y avoir quelques écarts de centaines d'euros, mais généralement, quand on fraude, c'est pas pour augmenter de 100 euros, c'est plutôt pour augmenter 1000, 1000, que ce soit significatif, quoi, tu vois. Et donc là, si tu modifies de 1000 euros par mois, ça fait quand même 12 000 euros dans l'année, donc ça se voit tout de suite, quoi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser simplement. Donc on a le retour ici en dessous avec le retour de l'État. Donc c'est quelque chose qui se fait assez rapidement et c'est un outil d'aide à la prise de décision qu'on a voulu proposer et systématiser pour tous les candidats. Ok. Donc ça va venir rassurer le bailleur et le propriétaire qui sait pas trop quoi choisir. Après, il y a toujours un choix subjectif qui reste à faire parce que le propriétaire aura fait la visite, parce qu'il aura discuté avec le locataire sur ses motivations, sur ses choix, sur la façon qu'il aura de se comporter lors de la visite, etc. Voilà, donc on mélange un peu des critères objectifs et des critères subjectifs pour trouver et identifier le bon locataire. Ok. Un mot sur le bail, rapidement ici. Une fois que tu as trouvé le locataire, on a mis en place une application juridique de rédaction de contrat de bail. Donc on se fait tous les types de contrats de location, nu, meublé, étudiant, colocation au bail unique, colocation au bail individuel. Trop bien. Et ça, ce qui est top, c'est que déjà, tous les contrats, nous, ils sont maintenus à jour régulièrement parce que tu sais, il y a des les lois changements. évoluent très souvent. Donc les contrats, là, ils ont évolué en début d'année. L'acte de caution solidaire, on a dû rajouter des mentions pour qu'il soit valide. Et donc là, l'objectif, c'est de se dire, voilà, moi qui n'y connais rien en juridique ou qui n'a pas envie de me farcir tous les textes de loi, ici, je me laisse guider par l'application. Donc ça va être des formulaires où le propriétaire, il va renseigner les données de sa location. Ça lui prend même pas 5 minutes. Et suite à ça, nous, les algorithmes qu'on a développés derrière vont personnaliser les clauses du bail par rapport au profil de la location. Ce qui fait qu'on va te sortir en fait un contrat de location qui est conforme à la réglementation. Et personnalisé aussi par rapport à ce que tu as renseigné sur le locataire, quoi. Et exactement. Et en plus, si tu veux rajouter ta petite touche personnelle, on peut aussi rajouter ses propres clauses. C'est pas obligatoire, mais tu le peux. Ce qui fait qu'après, tu as un bail propre que tu peux télécharger. Et surtout, on a mis en place la signature électronique. Donc là, tu vois, tu as le bouton, tu as juste à cliquer sur le bouton envoyer pour signature. Et à ce moment-là, les locataires vont être invités par email à venir signer électroniquement le bail de location. Alors, le premier est invité. Si tu as une coloc, le deuxième locataire ensuite est invité, etc. Si tu as des garants, on génère les actes de caution solidaires qui sont envoyés par email aux garants. Donc, ils signent aussi les documents contractuels et c'est le propriétaire à la fin qui va signer tous les documents. Et après, tu as ici, par exemple, bail signé avec la possibilité de télécharger tous les documents. Ok. Ouais, vous avez vraiment digitalisé en fait tout ce que fait une agence, quoi. Finalement, ça a été automatisé, digitalisé pour tout à fait. Donc tu vois, dans cette idée de j'essaie de me libérer de la charge mentale et d'accélérer les processus. Bon là, tu vois, tu as à la fois un bail conforme, tu ne te prends pas la tête à savoir qu'est-ce que tu dois mettre dans le bail et surtout comment tu dois le remplir, parce que c'est aussi surtout comment tu dois le remplir. Et petit mot aussi pour tous ceux qui ont un bail qui date depuis 10 ans, arrêtez de nous dire oui, j'ai déjà un bail depuis 10 ans. Oui, c'est très bien, vous avez déjà un bail, mais il faut le mettre à jour. Voilà, c'est que ça se met à jour normalement régulièrement, chaque mise en location. Et puis le processus de mise en location qui est accéléré, puisque tu vois, là, tu n'as pas besoin d'imprimer. Nous, notre bail, il fait une 50aine de pages. Et donc, ça t'évite de l'imprimer. Quand tu as 3 colocs avec des garants, le processus est super accéléré parce que tout se fait en ligne, quoi. Ok.
Ok, donc ça, là du coup tu vas nous montrer la partie mise en location. Moi je suis curieux de voir, alors je vais être assez franc avec mon audience, moi c'est pas quelque chose que j'ai testé à titre perso, on en avait parlé, hein, moi, c'est un épisode, hein, je vais le dire aussi dans la description, c'est un épisode qui est sponsorisé dans le cadre de notre campagne de sponsor, et comme je le fais souvent et comme à chaque sponsor, moi je teste toujours la solution avant, et ça c'est moi quelque chose que je n'ai pas testé parce que quand tu m'as proposé de faire le test, j'avais déjà mes biens en location. Donc moi, j'ai surtout vu la partie gestion, mais j'ai pas vu cette partie-là. Mais du coup, je me languis. Enfin, non, je me languis pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait de turnover. Mais le jour où il y a du turnover, tu viens de me motiver à utiliser ça parce que ça me fait gagner un temps fou. Mais maintenant, j'aimerais bien que tu nous montres, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, j'aimerais que tu nous montres rapidement comment utiliser la partie plutôt exploitation. Tu vois comment ça se passe quand le locataire est en place. Comment on gère ça au quotidien, comment on met en place les prélèvements, en fait, tu vois ce que tu avais prévu de nous montrer là-dessus, quoi. Ouais, donc tout à fait, on y va. Donc ici, je suis dans la partie gestion. Donc en dessous, j'ai tous les candidats. Donc là, on a le bien qui est ici. Là, on a les candidats qui sont en place. Donc là, dans une coloc, on peut en mettre plusieurs. Donc ils sont tous ici. Le principe, c'est très, très simple. Il y a juste un paramétrage à faire au début, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Donc le principe ici, on a un petit bouton ajouter un locataire. Donc quand il n'est pas enregistré sur la plateforme, on a juste à remplir le nom, le prénom, l'email, le montant du loyer et les charges. Une fois que ça c'est fait, on arrive ici. Donc là, dans l'exemple, on va dire que c'est Céline. Donc là, je précise le montant du loyer, le montant des charges. Et en dessous, on me demande comment je veux recevoir mes loyers. Donc la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est pour mettre en place le prélèvement. Parce que ça va t'enlever une énorme épine du pied. On va voir. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. Donc, après, si tu veux pas, tu peux cocher autre moyen de paiement. Donc, le locataire, il te paye par chèque, virement, espèce. Voilà. Et sinon, tu peux choisir. Donc, par prélèvement du locataire, c'est très simple. Le propriétaire, il met son IBAN, donc sur lequel on va lui renvoyer les loyers par virement. On peut en avoir plusieurs, des IBAN. Donc, c'est toi qui configures. Tu enregistres. Et une fois que ça c'est fait, le locataire va recevoir un email, donc il crée son compte, et une fois que son compte est créé, il peut saisir son IBAN, on va lui faire signer un mandat CEPA directement depuis son compte Monsieur Hugo, et une fois que ça c'est fait, le mois qui suit, le prélèvement va être activé. Donc concrètement, comment ça se passe? Ici, on a une date de paiement. Donc moi, on met la date qu'on veut, contrairement à des agences immobilières où on n'a pas le choix et le loyer, il arrive à la fin du mois. Là, vous mettez la date à laquelle vous souhaitez être payé. Donc là, j'ai mis le 5. Donc nous, on va déclencher les ordres de prélèvement pour que le locataire soit prélevé à la date autour du 5. Donc on le prélève 2 jours avant. Donc il sera débité 2 jours avant. L'argent est mis sur des comptes séquestres au Crédit Mutuel. Donc ça passe pas du tout par notre compte chez nous, donc c'est vraiment un compte séquestre. Et automatiquement après, le loyer est reversé par virement sur le compte du propriétaire pour arriver autour du 5. Et une fois que ça c'est fait, nous derrière, donc c'est la plateforme, tu as bien compris, qui va piloter les flux financiers, et c'est là que l'automatisation va se faire à 100%. Pourquoi? Parce que on va t'alerter, donc tu vois, en tant que propriétaire, tu vas recevoir un email comme quoi le loyer a bien été payé. Donc ça t'évite de te connecter à tous tes comptes bancaires. Si tu as plein de locataires dans une coloc ou même si tu as plusieurs biens, ça t'évite de te connecter à tes comptes bancaires pour vérifier est-ce que le locataire il a payé? Il n'a pas payé, il faut que je le relance, j'attends 2 jours. Tu vois, ça peut vite être... Tu reçois un mail en automatique et c'est rassurant. Et, voilà, et ça, tu reçois locataire par locataire. Là, c'est dans le cas d'une coloc. Donc ça, déjà, c'est un premier gain de temps. Tu reçois un email automatique. Deuxièmement, on va générer automatiquement la quittance. Donc, elle va être... Comme on sait que le locataire, il a payé, on va la générer et l'envoyer au locataire. Donc ça, tu n'as plus besoin de t'embêter avec toutes les quittances. Et ensuite, donc là, ici, on a un petit menu comptable. C'est là que va se faire le suivi au quotidien. Donc là, si je reprends, tu vois, là, j'ai mes 3 locataires qui sont ici. Les quittances, ce que j'ai fait. Voilà. Les quittances, elles ont été générées automatiquement. Donc là, je peux les télécharger, moi, en tant que bailleur, mais le locataire, il a la même chose. Il a un compte où il voit sa compta et ses quittances. Le deuxième chose qui est automatisée, c'est la comptabilité. Donc, tu vois, ici, on a créé une ligne comptable automatiquement. Donc, Marc a payé 795 € le 10/06. Donc, ta comptabilité va être incrémentée tout seul. Donc, finalement, tous les mois, tu n'as pas besoin de te soucier de ce qui se passe, puisque c'est la plateforme qui va collecter le loyer, te le reverser par virement, t'envoyer ta quittance automatiquement et te mettre à jour ta comptabilité automatiquement. Okay. Donc ça, déjà, c'est un gros gain de temps. Après, tu peux, toi, si tu veux charger des charges,
Donc là, j'ai mis une prime d'assurance, par exemple. Donc ça, tu peux les charger. Et pourquoi on a fait ça? Parce que tu sais, on a la déclaration des revenus locatifs à faire en fin d'année. C'est une obligation. Dès lors que tu touches des revenus, même si tu es en déficit, il faut faire une déclaration. Bien sûr. Et donc là, on a un petit bouton exporter la compta. Donc là, globalement, tu vas récupérer un fichier zip où tu as toutes tes données, tous tes revenus, toutes tes charges, toutes tes quittances, tous tes justificatifs que tu as pu charger. Et nous, sur cette base-là, si tu as décidé de nous confier la déclaration de tes revenus, on est comme un cabinet d'expertise comptable, si tu préfères. On a nos experts comptables qui vont s'occuper, donc qui vont travailler à partir de ce fichier-là, qui vont analyser toutes les données et derrière vont te produire un bilan comptable. Donc, ok. C'est ce qu'on a là. C'est ça. Voilà, on a un petit lien ici fiscalité, tu vois, que tu retrouves ici. Okay. Et là, c'est ultra simple puisque comment dire, où est-ce que j'étais perçu avec un pop-up? C'est ça, puisqu'en fait, le propriétaire, en fait, il a juste à communiquer les éléments qui manquent. Généralement, il manque toujours des charges. Donc nous, on envoie un email au propriétaire en disant voilà, on a fait une analyse de toutes tes datas que tu as en base, il lui manque ça. Ok, tu lui transfères, derrière on te produit le bilan, on va te produire les liasses fiscales, on va télétransmettre les liasses fiscales au centre des impôts. Et en plus, ce que font aucun cabinet comptable aujourd'hui sur le marché, c'est que nous, on va te produire un bilan prévisionnel sur l'année suivante, où tu vas avoir une projection financière de ce que va donner ton activité, et on va identifier, quand on le peut, des pistes d'optimisation fiscale. Donc, où est-ce qu'on peut aller gratter pour diminuer ton imposition l'année prochaine? Donc ça, c'est le petit bonus qu'on donne en plus aux propriétaires. Et là, on a réussi, nous, à diviser les coûts par 2. Donc généralement, un expert comptable, ça te prend 600 € à l'année. Quand tu es en SCI, ça te prend un peu plus, 800 €. Nous, on a à moins de 300 € ici. Pourquoi alors que c'est le même taf, c'est le même boulot, c'est un expert comptable qui va valider et certifier tes comptes, tout simplement parce qu'on a automatisé une grosse partie de la gestion comptable en amont via la plateforme. Puis d'ailleurs, on a des traitements automatisés sur les données. Et après, l'expert comptable ne perd pas son temps à toutes ces tâches-là, mais il se concentre vraiment que sur le conseil, la production des liasses fiscales et le dépôt. Et du coup, là dans le tarif, c'est impôt déduit, c'est réduction fiscale comprise? Non, c'est le tarif TTC, c'est ce que tu payes, donc 282 € par an, c'est ce que tu vas payer pour qu'on te fasse la déclaration des revenus locatifs. Donc tu vois, c'est un prix canon, t'as pas ça aujourd'hui sur le marché. C'est clair, après, de là, tu peux en plus réduire ton impôt, non? C'est un tiers des frais de compta, c'est ça? Oui. Alors, effectivement, si tu adhères à un CGA, un centre de gestion agréé, l'État va te rembourser les 2 tiers. Donc, pour faire simple, on dit que c'est 300 €, l'État va te rembourser 200 €, et donc toi, ça ne coûte que 100 €. Voilà, donc tu peux effectivement, en adhérant à CGA, diviser par 3 tes coûts comptables. Mais tu vois, si tu en as pour 100 € à l'année pour te faire l'expertise comptable, c'est quand même super intéressant. Voilà, mais en tout cas, le prix brut affiché TTC, c'est ce que tu vas payer, c'est 282 €. Et après, c'est sans compter toutes les réductions auxquelles tu as droit après, quoi. Ok. Et donc, important, le tarif est le même. Que tu sois en SCI, en SARL, en Eurobien, on en parlait hier, en LMNP, en LMP, voilà. On supporte 48 régimes fiscaux, c'est énorme. Et le prix, il est le même pour tout le monde. Voilà, parce qu'on a voulu faire simple. On a un modèle assez transparent et assez. Vous avez fait plus simple que l'administration fiscale avec les 48 régimes, quoi. Finalement, peu importe tes régimes, ok, nous, l'entonnoir, il est pareil. On a un tarif unique et comme ça, c'est plus simple pour le propriétaire. Voilà. Donc ça, je vous encourage aussi à le tester, enfin ça se teste pas en tout cas, à l'utiliser. On propose nous des rendez-vous avec notre expert en fiscalité, c'est des rendez-vous de visio de 15 minutes, c'est complètement gratuit. Ça permet de poser toutes vos questions sur votre situation personnelle, parce que des fois on a des situations un peu complexes. Donc allez-y, prenez des rendez-vous sur notre site web Monsieur Hugo, on a un lien, prenez un rendez-vous avec notre expert en fiscalité, il vous fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous expliquer le process et comment on fonctionne pour faire votre déclaration des revenus locatifs. Ok, super.
Du coup, Bruno, alors je suis désolé, on déborde un petit peu sur le temps de l'épisode. Est-ce que du coup on peut aller, on va clôturer cet épisode et je voulais juste savoir maintenant pour les auditeurs comment faire du coup pour aller, je dis comment faire, mais en réalité je vais répondre à la question et puis je te laisserai clôturer en briefant rapidement ce qu'on n'a pas eu le temps de voir pour que les gens aillent checker. Donc si vous voulez tester Monsieur Hugo, il y a un lien dans la description pour essayer gratuitement. Donc tu me diras si je me trompe, mais il y a 2 mois gratuits pour tester la plateforme, pour voir si ça vous convient. Si vous passez par mon lien affilié plus mon code promo Investir Simple, vous avez 5% de réduction à vie sur l'abonnement. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez 2 mois gratuits. Pensez bien à passer par mon lien parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir les 5% de réduction si un jour vous passez sur la version payante. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire pour faire tester, pour ceux qui veulent essayer cet outil. Moi, à titre perso, voilà, je l'ai essayé. Moi, j'en suis très content parce que ça me décharge énormément mentalement sur la gestion. Et je vais te lancer la perche pour parler d'un truc dont on n'a pas parlé, même s'il y a encore beaucoup de choses que vous faites et qu'on n'aura pas eu forcément le temps d'aborder. Mais moi, surtout, ce qui m'a plu, c'est surtout sur la gestion des imprévus, la gestion des fuites et tout. Est-ce que tu peux juste rapidement montrer ou dire un mot là-dessus sur la partie, voilà. Alors effectivement, pour toutes les problèmes et les bobos du quotidien, ici on a un menu Mes garanties et c'est là que vous allez retrouver tous vos contrats d'assurance. Donc à savoir le dépannage d'urgence qui est une garantie qu'on a montée en exclusivité avec Mondial Assistance. Quand tu as un problème de volet roulant, un problème sur ta chaudière ou une fuite dans l'appartement, tu te prends pas la tête à essayer de trouver un artisan ou d'attendre plusieurs jours pour avoir quelqu'un qui est prêt à intervenir. T'appelles la hotline de Mondial Assistance qui est incluse dans l'abonnement qu'on propose, où là tu vas avoir un artisan qui va se déplacer chez ton locataire pour stopper le sinistre. Et donc tous les frais de déplacement, de main d'œuvre et de petites pièces détachées sont pris en charge par l'assureur à hauteur de 400 € par déplacement. Donc ce qui veut dire que le premier déplacement il est systématiquement pris en charge. Donc le propriétaire n'a pas à payer, le locataire non plus. On a la garantie d'avoir envoyé un artisan rapidement sous 2 à 3 heures. Tu vois, on traite vraiment de l'urgence, donc ça c'est important d'avoir quelqu'un qui se déplace rapidement. Et on a jusqu'à 21 interventions qui sont prévues par an. Donc c'est large, tu peux l'utiliser quasiment tous les mois si tu veux. Mais c'est que tu n'as pas de chance avec ton appart. Ouais, c'est clair. Attends, c'est assez étonnant parce que depuis que j'ai souscrit à Monsieur Hugo, j'ai encore jamais eu de merde. Putain, c'est un truc de fou. Je suis emmerdé tous les mois d'habitude et je voulais tester ça et malheureusement, je suis transparent avec l'audience. Ça, j'ai pas encore eu le temps de tester et j'espère que je vais pas avoir l'occasion de tester avant un petit moment. Mais comme par hasard, quand j'ai souscrit, j'ai plus de dégâts des eaux, j'ai plus de fuite, j'ai plus de problèmes. Mais bon, en tout cas, je compte bien dessus. Je sais que le jour où j'ai la moindre urgence, je compte bien l'utiliser pour me dépanner, quoi. Voilà, donc en tout cas tu l'as, puisque les assurances, il faut avoir souscrit avant d'avoir un litige. Si tu n'attends pas d'avoir un litige pour souscrire, ça ne marchera pas, il n'y a aucune assurance qui prendra en charge ton litige. Donc là, toutes ces assurances, y compris la protection juridique et la gestion des impayés, sont intégrées et incluses dans l'abonnement. Il n'y a que la P&O qui est en plus si tu veux souscrire une P&O pour ton bien qui n'est pas comprise dans l'abonnement, quoi. Ok. Bah écoute, j'allais t'appeler Hugo. Écoute, Bruno, merci. Toujours, je comprends. Merci beaucoup, Bruno, en tout cas, pour la démo. Donc bon, pour ceux qui sont en podcast, n'hésitez pas à aller checker soit la vidéo YouTube, soit aller sur l'appli monsieurhugo.com pour regarder un peu comment est fait l'outil. Et puis de toute façon, encore une fois, il y a 2 mois offerts, donc prenez pas trop de risques à tester l'outil pour voir si ça vous convient. Encore une fois, merci pour ton temps, pour tes explications, pour la valeur que tu nous as apportée, là surtout sur quand on était en direct, quand tu nous as donné toutes tes astuces là, pour diminuer notre charge mentale. Et puis écoute, je te dis à très bientôt, Bruno. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire peut-être pour les auditeurs ou sur l'épisode en question ou sur Monsieur Hugo. Je sais pas si tu veux terminer. Écoute, moi j'ai bien aimé le podcast qu'on a fait ensemble. En tout cas, moi je suis convaincu qu'il faut gérer par soi-même ses propres biens quand on peut, quand on en a envie, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'être en contact avec le locataire, mais en tout cas, je pense que c'est une belle expérience et que même malgré les difficultés qu'il peut y avoir de temps en temps, il existe aujourd'hui des outils, des garanties qui permettent aussi de vous faciliter la tâche. Mais en tout cas, je pense qu'investir dans la pierre, c'est aussi ce côté de gestion qui est intéressante plutôt que de tout déléguer complètement à une agence où finalement vous n'avez pas la visibilité, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc en tout cas, moi je prône toujours pour une gestion indépendante des locations qu'on peut avoir. Ok, écoute,
très beau mot de fin, Bruno. Et puis écoute, à bientôt. Et puis je dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao.